Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Florence Rochefort, historienne et co-autrice de « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, nous offre une conférence sur les utopies féministes à travers les siècles. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, pour ce beau festival, pour ces belles utopies féministes en marche et dont je suis très heureuse aujourd'hui d'être associée. Alors oui, un petit détour aujourd'hui par l'histoire. Donc normalement, vous allez avoir quelques images qui vont arriver pour essayer, alors pas seulement au 19e siècle, mais vous montrer que déjà au Moyen-Âge, même si le mot féminisme, bien sûr, n'existe pas, il a été inventé au 19e siècle, mais l'idée d'égalité, l'idée de lutter contre les préjugés, c'est quelque chose qui existe bien avant la création du mot. Et je voulais commencer justement par Christine de Pisan. Christine de Pisan, elle écrit en 1405, donc tout début du XVe siècle, un livre qui s'appelle La Cité des Dames. Alors la Cité des Dames, justement, c'est un lieu utopique. Bon, je vous avais préparé, mais visiblement, c'est pas tout à fait comme ça que c'est prévu. Mais on voit, c'est un manuscrit qui a été illustré avec des enluminures. Donc on voit vraiment ces dames. Alors bien sûr, c'est le Moyen-Âge, c'est des dames de la noblesse. Il ne s'agit pas de l'égalité pour tous dans tous les domaines. Et on les voit poser des pierres pour une future cité. Chaque pierre, c'est une des femmes célèbres de l'Antiquité grecque ou des romans de l'époque. Et c'est l'idée de lutter contre le préjugé sur le fait que les femmes ne seraient pas capables d'écrire, seraient inférieures. La grande idée d'égalité à l'époque, c'est l'égalité de nature, c'est-à-dire elles ne sont pas faibles et débiles, comme on le dit à satiété à cette époque-là. Christine de Pisan, elle est tout à fait exceptionnelle parce qu'elle a acquis l'éducation, l'écriture, elle doit gagner sa vie aussi, c'est important, hein, la dynamique économique dans l'autonomie. Et elle invente cette cité, elle imagine, donc là on est bien exactement dans l'utopie, c'est la projection dans l'imaginaire d'un espace qui serait hors du temps, hors de la géographie aussi. D'ailleurs souvent l'utopie c'est une île, c'est-à-dire qu'on est absolument hors du réel. Et c'est important de garder cette idée pour essayer de comprendre comment il y a eu plusieurs utopies. Et déjà celle-ci, c'est déjà que les femmes entre elles puissent finalement, alors bien sûr c'est les femmes lettrées, mais ces femmes puissent, parce qu'elles sont entre elles et parce qu'elles se construisent une cité, donc c'est une cité imaginaire, on peut la voir de plein de façons différentes, elles peuvent créer parce qu'elles vont être ensemble. Donc c'est un peu aussi une sorte d'imaginaire de sororité, même si le mot n'est pas encore inventé. Et alors à travers l'histoire, on a plusieurs moments forts de revendications féministes à travers lesquels on peut lire l'importance de cette utopie, de cette dimension utopique. On pourrait prendre évidemment la Révolution française avec cette idée d'égalité. Et là, les mots-clés, c'est les mêmes mots-clés que les Lumières. Hein. C'est bonheur, harmonie. Donc on retrouve beaucoup cette idée que l'égalité des sexes, ça construit, alors on n'utilise pas forcément le mot de cité, mais ça construit un monde meilleur où chacun, et c'est par l'accès à la citoyenneté, à l'égalité des droits, qu'on pourrait obtenir cette harmonie, et y compris des sexes, mais aussi des individus qui seraient... donc on peut trouver cette dimension. Ensuite, un mouvement au 19e siècle qui peut-être se prête encore plus à cette question de l'imaginaire, ce sont les Saint-Simoniennes. Alors en 1832, elles créent un journal qui s'appelle La Femme Libre. Elle se distingue des Saint-Simoniens qui, eux, ont une... Alors, c'est les marxistes qui, après, ont appelé utopique dans le sens négatif. C'est Marx qui a dit ce sont des socialistes utopiques en disant mais ça ne se réalisera jamais, leur volonté de changer, parce que de toute façon, c'est des grands rêveurs. Donc, c'était aussi ce mot, quelquefois, il est encore utilisé de façon dépréciative. Oh, mais votre proposition, elle est totalement utopique, du style, de toute façon, ça ne se réalisera jamais. Et là, les femmes se distinguent de ce milieu très, dominé par les hommes, et par un homme en particulier qui est un peu
leur figure presque de gourou, et elles vont vouloir s'exprimer. Ce qu'il y a en disant, finalement, c'est le prolétariat, donc là le mot-clé, c'est moins l'égalité que l'affranchissement et la révolution, en fait. Et elles disent, c'est par les femmes que cette révolution des prolétaires adviendra. Donc là, elles renversent la proposition. Et là, on est vraiment dans du politique aussi, c'est-à-dire c'est l'affranchissement des femmes qui amènera une société égalitaire, émancipée. Les prolétaires s'émanciperont si on laisse les femmes s'émanciper. Donc elle renverse la proposition qui va pendant des années, des décennies être les femmes s'émanciperont quand les prolétaires seront émancipés. Donc là, elles inversent complètement la proposition. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'elles sont très jeunes. Ces deux fondatrices de ce journal, elles ont 20 ans, elles sont ouvrières, c'est aussi un féminisme populaire, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire des féminismes. Et alors elles imaginent vraiment une sororité, elles ont cette utopie de la réunion des classes, c'est l'idée que toutes les femmes peuvent s'entraider, peuvent contribuer à changer le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans toute l'histoire, c'est que cette lutte, elle est en première, si vous voulez, en première analyse, elle est pour l'émancipation des femmes, mais cette émancipation des femmes, elle est porteuse de l'émancipation de l'humanité, elle va entraîner forcément un changement profitable à toutes et à tous. Et c'est dans la construction politique de cette catégorie femme, dans la possibilité que les femmes ont de s'exprimer, de s'organiser, de sororer, que la transformation peut s'opérer. Il y a une de ces saint-simoniennes qui s'appelait Claire Desmarres, qui malheureusement se suicide. Donc c'est aussi le prix de l'utopie. Peut-être que c'est important aussi de voir qu'à un moment donné, l'investissement total dans le monde qu'on espère futur, c'est au prix parfois d'énormes souffrances. Donc Claire Desmarres, elle veut, parce que la particularité de ce mouvement, c'était de pouvoir réorganiser les relations, notamment amoureuses et sexuelles, entre les hommes et les femmes. Et finalement, quelques-unes de ces saint-simoniennes décident d'expérimenter ces pluripartenaires, on dirait aujourd'hui, pluriamour. Et elles le font souvent avec une expérience difficile, vous imaginez, au début du 19e siècle, avec l'opprobre déjà de toute la société, avec le risque évidemment des grossesses. Elles se retrouvent enceintes de Pauline Roland, de 3 pères différents. Et comme elles ont l'idée que c'est les mères qui doivent élever leurs enfants, les pères ne participent à rien, elles se retrouvent dans une pauvreté absolue. Enfin voilà, on voit que le risque d'avoir pris à la lettre leur projet d'émancipation, qui était aussi un projet masculin, un peu d'instrumentalisation des femmes au profit de leur liberté sexuelle, c'est donc jamais non plus très facile. L'articulation entre cette utopie d'émancipation des femmes et cette articulation avec d'autres utopies qui sont celles d'une révolution sociale, politique ou d'une révolution sexuelle. Et à la fois, les féministes de cette époque peuvent être partie prenante de cette révolution sexuelle, à la fois elles en payent un prix extrêmement fort et ne trouvent pas forcément leur place dans l'utopie de leur partenaire ou de leur camarade. Et Claire Desmarres, pour finir, elle écrit « Ma loi d'avenir ». Voilà, c'est un texte qu'on découvrira à titre posthume. Et on voit que la projection dans tout mouvement politique et dans toute l'histoire des féminismes, la projection vers l'avenir, elle est fondamentale. Elle nourrit ces mouvements. Alors on le voit à travers différents types de mouvements au XIXe siècle, même si la focalisation est autour des droits. Ne croyez pas, comme on le dit souvent dans une simplification historique, qu'on ne s'intéresse qu'aux droits de vote et qu'aux droits civils. Non, elles sont aussi porteuses d'utopie, d'imaginaire. Elles écrivent des romans, elles imaginent des femmes nouvelles, elles ont envie de créer. C'est beaucoup aussi accompagner ce qu'on appellerait la l'agency des femmes, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes d'advenir à elles-mêmes et éventuellement de pouvoir créer, être peintre, musicienne, compositrice, puisque à ce moment-là, en 1900, on continue à dire que ce que font les femmes peintres, c'est de l'art décoratif, ce que font les musiciennes, c'est de la musique de chambre. Enfin, voilà, il y a toujours une dépréciation totale, puisque le féminin continue d'être toujours porteur de quelque chose qui va être hiérarchisé négativement par rapport au reste.
Alors, dans les années 70, on s'inspire aussi de Simone de Beauvoir, qui a été vraiment, en 1949, écrit Le deuxième sexe, qui est un ouvrage absolument incroyable et majeur, où elle va déconstruire le féminisme. C'est quand même quelque chose qui déjà va être une portée critique fondamentale pour ce qu'on dit être naturel, ce qu'on dit être normal. Tout d'un coup, c'est anormal, c'est de l'injustice, c'est de l'inégalité, on va le prouver. Et comment elle voit l'avenir? Elle parle d'une femme libre en train de naître. Elle parle de l'avenir qui est, selon elle, ouvert. Et elle parle aussi, parce que c'est quelqu'un qui pense vraiment la sexualité et qui a l'originalité, et c'est ce qui fait tout à fait scandale à l'époque où elle le publie, de penser vraiment l'épanouissement sexuel des femmes, et pas seulement l'épanouissement économique, ou pas seulement l'autonomie économique, mais aussi l'autonomie sexuelle. Et elle dit, on n'imagine pas, ou nous n'avons pas idée, des nouvelles relations charnelles et affectives qui pourront aboutir dans l'avenir. Donc on voit qu'il y a toujours... Voilà, cette idée d'un monde meilleur. Elle parle de fraternité entre les hommes et les femmes. Dans les années 70, l'utopie, elle est très liée aux utopies d'extrême gauche, à l'idée de révolution, à l'idée de contre-culture. On n'est pas du tout encore, comme ça le sera dans les années 1980 ou 90, dans l'idée de prendre des positions de pouvoir. Là, c'est plutôt au contraire d'être dans la subversion, dans les marges. Et avec cette idée d'abord que les femmes doivent s'émanciper elles-mêmes, et puis le début d'une utopie lesbienne qui prend aussi beaucoup d'importance. Aujourd'hui, on revoit la figure de Monique Wittig revenir, parce qu'elle s'était exilée aux États-Unis et elle avait été un petit peu oubliée. Et Monique Wittig, qui est une écrivaine remarquable, dès 1964, avec un roman tout à fait original, où elle joue déjà sur la subversion par la grammaire, par l'écriture, la subversion de la binarité de genre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle devient une figure très, très importante, parce qu'elle propose déjà, ce qui aujourd'hui est très important aussi, qui fait partie de ces utopies féministes, qui est d'aller au-delà du genre. La pensée queer, c'est comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ces catégorisations. Qu'est-ce que ces catégorisations? Donc on voit que ça a pu créer des conflits entre différents types d'utopies, entre cette cité des dames, qui bien sûr n'est pas la même que Christine de Pizan, mais qui continue d'envahir les imaginaires de façon extrêmement positive et porteuse, et puis d'autres utopies qui sont soit avec d'autres choix, et notamment le choix de ne plus être catégorisée femme et d'être dans un au-delà de ces catégories. Donc la question, ça va être, comment on combine différentes utopies. D'abord, les utopies ne sont pas destinées par définition même à être appliquées dans le réel, elles sont des projections dans l'avenir. Il y a déjà cette distorsion, comment on gère entre la projection et ce qu'on veut réaliser dans la réalité, dans le réel. Et puis, il y a comment on gère la pluralité des utopies dans un même mouvement, si on a l'impression qu'on va dans le même sens. Donc, je finirai avec une citation de Françoise Collin. Françoise Collin, c'était une philosophe qui est décédée maintenant depuis quelques années, qui était une philosophe féministe d'origine belge, et qui a vraiment une pensée très, très nourrissante, je trouve, du féminisme. Et elle disait qu'elle le voyait comme une possibilité non seulement de transformer les relations entre les sexes, mais aussi l'organisation du monde proprement dit, mais, précise-t-elle, sans qu'on ait un schéma déjà prédéterminé. Pour elle, l'utopie et le politique du féminisme, elle le définit comme le mouvement, aller vers, et non pas comme un système ou une doctrine unitaire qui serait... J'ai dit le mot de la fin, le mouvement. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.